Bienvenue sur l'Estamitech. L'Estamitech, le podcast de discussion dans la bonne humeur avec les acteurs de la tech du Nord. Je m'appelle Ludovic Bory et je vous accueille à ma table. C'est parti! Si je vous dis domotique, vous pensez à quoi vous? Moi, j'ai en tête plein de petites choses simples, qui n'ont pas forcément à voir les unes avec les autres. Un thermostat programmable, des lumières connectées, des caméras de surveillance, des volets, des panneaux solaires. Mais je pense aussi à la cafetière connectée qu'un ami avait fait à l'aide d'un Raspberry et de beaucoup de bricolage. Alors comment est-ce qu'on rend tout ça cohérent? Comment faire en sorte que tous ces objets prennent sens ensemble? Des années que différentes solutions s'y attellent. Home Assistant est une solution, et c'est clairement celle qui a le vent en poupe. Et j'avais vraiment envie d'en parler. Alors pour en parler, je reçois Paul Bottin. Salut Paul, est-ce que tu peux te présenter? Salut. Oui, donc moi c'est Paul, j'ai 33 ans, j'habite dans le nord, à Nieppe, donc pas loin de Lille. Et je Menteur. suis à quelques kilomètres. Avec le Un grand peu- soleil. Ouais, c'est ça. J'habite vraiment dans le nord, hein, pour ceux qui, qui douteraient un peu. Et oui, donc je suis papa d'une petite fille de 3 ans et je travaille sur le projet Home Assistant à plein temps depuis à peu près 3 ans. Voilà. Ok, cool. Bon alors, pour commencer, on va essayer de démêler un petit peu de... T'as dit, tu travailles pour le projet Home Assistant à plein temps. Alors c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué parce que il y a trois entités différentes. Il y a une entreprise dont c'est le métier, Nabucasa. Il y a le projet Home Assistant que tout le monde connaît, enfin que les gens qui font de la domotique connaissent. Et puis il y a une fondation autour de tout ça qui s'appelle Open Home Foundation. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous démêler un petit peu à quoi servent ces trois entités et qu'est-ce qu'elles font? D'accord. Donc Home Assistant, c'est le projet vraiment qui permet de gérer la domotique. Home Assistant, c'est un produit et tout un écosystème qui va autour. C'est pas une entreprise à proprement parler. Et Open Home Foundation, c'est la fondation, donc un peu comme la fondation Firefox, Mozilla Firefox, ouais, tout ça. C'est une fondation à but non lucratif à qui appartient le projet Home Assistant. Ce qui fait que le projet Home Assistant ne peut pas être vendu ou il appartient pas à des actionnaires et il peut pas être vendu à une entreprise. Et une entreprise ne peut pas vouloir nous l'acheter il appartient vraiment à cette fondation. Et ensuite, Nabucasa, c'est l'entité commerciale, c'est un partenaire commercial et pour l'instant l'unique, mais il pourrait y en avoir d'autres dans le futur. C'est le partenaire commercial qui s'occupe de délivrer le hardware et des abonnements cloud pour accéder à Home Assistant. Et donc, Qui est ton... Et toi, qui est ton employeur? mon employeur, c'est Open Home Foundation. D'accord. Et qui se finance comment? Et du coup, la majeure partie, l'entièreté du financement vient de Nabucasa. En fait, les partenaires commerciaux donc comme Nabucasa, peuvent utiliser la marque Home Assistant, vendre des produits avec la marque Home Assistant ou des produits cloud, donc ça peut être des produits software ou hardware. Mais du coup, ils doivent reverser une grosse partie de leur chiffre d'affaires ou bénéfice, je pourrais plus le dire exactement, à la fondation. Ok. Et, euh, et vous êtes prêt... ça représente combien de personnes alors Nabucasa et la fondation? La fondation doit être une quarantaine employés à Ok. plein temps. Donc ça va on a de tout en fait. On a des développeurs, des personnes qui sont au produit, des designers, on a des gens qui sont plus à faire de la documentation, des RH, enfin comme une entreprise classique, à part que c'est une fondation. Et Nabucasa, ils sont une vingtaine. Ok. Et en, et Vas-y, en fait, excuse-moi. avant avril, tout le monde appartenait à l'entreprise Nabucasa. Tout le monde était employé par Nabucasa. Donc moi, j'ai bossé pendant 2 ans et demi pour Nabucasa. Et ce qui faisait qu'en fait, Nabucasa offrait des jours hommes à la fondation. Et elle payait du coup des jours hommes comme ça. Mais en fait, pour que ça soit plus clean au niveau organisation, en fait, on est maintenant vraiment employé par la fondation. Et c'est Nabucasa qui finance
directement via des fonds, la fondation. OK. Mais Home Assistant, c'est un projet open source, Home Assistant est d'accord? gratuit et oui, c'est un projet totalement open source. Mais qui peut être committeur sur ce projet alors? Heu, Tout le monde. Est-ce que si tout le monde, si nous on si moi j'ai une pull request à proposer, je peux le faire et c'est review par qui et qui a le dernier mot sur, le fait que ça soit mergé, accepté? Il y a une direction produit qui est gérée par la fondation donc? Ouais, il y a une direction produit, donc avec des designers, et donc en fait, les développeurs, en accord avec les designers, font des reviews des différentes pull requests qui sont en place. Et du coup, on décide en argumentant, évidemment, pour montrer si c'est bien en accord avec le produit, si on va merger telle ou telle feature. Donc n'importe qui peut proposer sa fonctionnalité, elle sera toujours étudiée, on va jamais refuser de contribution. Et à côté de ça, on a des contributeurs, qui sont aussi, qui sont bénévoles en fait, ce que j'étais avant moi. C'est juste que j'expliquerai justement comment je suis arrivé, chez Home Assistant. Donc des contributeurs en fait qui ont certains droits. Par exemple pour des pull requests sur le front-end, on a, des contributeurs réguliers qui ont maintenant, acquis des droits de merge. En fait, ils peuvent accepter des pull requests, sans forcément, discuter avec, si c'est des petits bugs fixes ou des choses comme ça. OK et ça représente combien de contributeurs, le projet Home Assistant pour la peine et de contributeurs réguliers hors la fondation? C'est quelque chose de régulier ou c'est assez Ouais, ouais, ouais. exceptionnel quand même? Ouais? Non, non, non. Non, non, on a facilement, plusieurs milliers de PR qui sont mergés pour chaque mois, chaque release en fait. Ah ouais, OK. Ouais. Incroyable. Et du coup, on était deuxième ou premier projet open source sur GitHub en termes de contribution, cette année. Suivant les modes de Incroyable calcul, parce qu'il y a des calculs par organisation ou par projet, donc ouais, on était premier ou deuxième cette année. et ça comprend, toutes les intégrations, j'imagine? C'est Oui, pas c'est le ça. core project? Ouais, OK. Bah, en fait, le core project, on a tout en fait, on a des intégrations qui sont, livrées avec le core project. Donc si tu installes Home Assistant, de base, tu vas pouvoir te connecter à plein de produits, plein d'écosystèmes, et tous ces écosystèmes sont fournis directement avec, le projet Home Assistant, et du coup, toutes ces intégrations sont review par, nous ou les contributeurs, réguliers, de Home Assistant. Mais après, tu peux avoir des projets à côté, qui viennent se greffer, ce qu'on appelle des custom components. C'est vraiment des développeurs tierces qui décident de se lier à Home Assistant, mais du coup, on n'a aucune revue, et c'est aux personnes de l'installer eux-mêmes le projet. C'est pas directement fourni dans le projet par défaut. Ouais et c'est à la responsabilité de chacun de gérer ça pour la peine. Ouais, c'est ça. OK et donc raconte-nous, comment toi tu as mis un pied là-dedans? Alors, moi, ça a commencé, en janvier, il y a un peu plus de 3 ans. Mais j'étais déjà utilisateur depuis 2 3 ans, de Home Assistant, voire plus. Et j'en avais marre des tableaux de bord. Et du coup, je me suis dit, je vais me faire un beau tableau de bord. Et en fait, j'ai créé du coup des cartes, pour rajouter sur le dashboard. Pour ceux qui connaissent le projet Mushroom, donc ça permettait de construire un dashboard plus facilement. Et en fait, en mai, je reçois un message Discord de Paulus, du coup, le créateur de Home Assistant, qui me dit, on recherche un dev front-end, est-ce que tu veux bosser avec nous? Donc, euh, donc j'ai sauté le pas et j'y suis allé. OK. Je t'ai croisé, à la base parce que tu bossais, ton ancien employeur, c'était Cencrop, donc Ouais, qui faisait qui fait des balises météo pour l'agriculture. Tu passes, d'un projet agricole avec un peu d'hardware, du front quand même, à, de la domotique de maison. On sent qu'il y a un petit truc, qui te titille dans et le dans hardware l'IoT. et dans l'IoT, c'est ça? Ouais. Heu, qu'est-ce que c'est quoi toi ta première expérience de la domotique chez toi et de l'IoT? Euh, c'est vrai que quand j'avais rejoint Cencrop auparavant, ce qui me plaisait, c'était la partie station météo. Vraiment récupérer les données des stations, les afficher, vraiment la partie analyse de la data.
Moins la partie analyse des maladies, tout ça, j'étais plus dans la partie données météo. C'est vraiment un côté qui me plaisait. Et j'avais déjà pas mal de domotique à la maison, donc c'est vrai que ça commence par des choses simples. Je pense que la majorité des gens, ils commencent par acheter une Les ampoule You. connectée. Même Ikea ou You, ça commence déjà à être un peu plus cher en termes de prix, mais c'est vrai que pour chaque produit, il y a des gammes de prix différentes. Donc ça commence par une ampoule. Après, j'avais une problématique, mes chauffages connectés, donc je me suis dit, bah, en France, on a des fils pilotes, donc je me suis dit, bah, je vais acheter un petit module pour contrôler mes chauffages. Puis ensuite les volets, puis les caméras, puis des capteurs et voilà. On va revenir à ton job et à Home Assistant avant, mais Home Assistant, c'est plutôt récent. Tu utilisais quoi avant? Heu, je crois que j'ai toujours utilisé Home Assistant. J'ai testé un peu des solutions comme OpenHub, je crois, mais j'ai pas adhéré ou Domotix vraiment. Domotix, ouais. Ouais. Domotix. De JDOM, j'ai toute façon, jamais il essayé, y mais avait JDOM, Domotix, de toute façon, qui se tirait un peu la bourre il y a 5-10 ans, quoi. Et ouais, c'est ça, quand j'ai commencé et Home Assistant était assez récent à cette époque-là assez et jeune. ça s'est assez vite, détaché. Ok. Bon, et donc, on va revenir à ton travail. Donc, il y a 3 ans, tu as rejoint Nabucasa à l'époque. Euh, Boîte full remote, internationale, Ouais, pour un produit open source. C'est un univers, quoi. Pour moi, c'est assez mystérieux, ce truc. Comment on rentre dans une boîte comme ça pour un projet open source et c'est quoi les règles et comment ça se passe un petit peu? ouais. Déjà, en fait, quand j'ai rejoint, on était beaucoup moins, on était 13 ou 14, je crois. Maintenant, en comptant Nabucasa et la fondation, on est une soixantaine, donc ça a déjà pas mal grossi, en 3 ans. J'étais le seul français aussi, chose qui change. Maintenant, on est 4 français. Et ce qui a été le plus compliqué pour moi, c'était la barrière de la langue, parce que j'étais pas quelqu'un de très à l'aise en anglais. Mais je me suis dit, faut pas se poser de limites, je vais quand même essayer. Et après, il y a pas beaucoup d'anglophones natifs chez Home Assistant. Il y a beaucoup de néerlandais, il y a des allemands, même Paulus, il vit à New York aux États-Unis, mais à la base, il est néerlandais. Donc voilà, et au final, ça s'est fait. J'ai amélioré mes compétences en anglais. Et le full remote, comment j'y suis venu? En fait, l'élément déclencheur, je pense que ça doit être le cas chez pas mal de développeurs, ça a été le Covid. Parce que j'étais malgré moi, en fait, c'est vrai que pendant le Covid, en fait, j'ai dû travailler chez moi. Et en fait, ça m'a plu d'avoir plus un travail un peu plus asynchrone, d'être plus autonome. Et j'expliquerai justement après comment l'open source fonctionne, parce qu'on est vraiment en asynchrone, on est beaucoup moins en synchrone par rapport à une entreprise classique. On peut être sur plusieurs choses en même temps parce qu'on est en attente de contributeurs, de beaucoup de choses. Et du coup, ce fonctionnement asynchrone m'a beaucoup plu. Et du coup, ça me plaisait. Et même dans ma boîte juste avant, chez Sencrop, j'ai gardé du remote jusqu'à aller chez Home Assistant, en fait. Je suis jamais retourné. Depuis le Covid, je suis jamais retourné totalement au bureau, quoi. Et donc, l'asynchrone, il y a des fuseaux horaires différents en plus. Tu Ouais. dis qu'il y a des gens un petit peu partout dans le monde. Euh, J'imagine quand même que si tu as des designers, que si tu fais du front, toi, principalement, donc c'est ta spécialité. Si tu travailles avec du product, avec du design, avec d'autres personnes, s'il y a des PR, s'il y a des choses, il y a jamais besoin d'échanges directs. Si, si, Et si. En fait, l'asynchrone sera beaucoup plus avec les contributeurs qui ne bossent pas chez Home Assistant, parce que du coup, on n'est pas forcément en contact direct avec eux et on peut pas leur demander d'être disponible tout le temps, en fait. Donc, on a souvent des personnes qui vont nous dire bah, je voudrais faire cette PR, je voudrais cette fonctionnalité. Ils codent la fonctionnalité, on fait des retours, mais on doit des fois peut-être attendre 1 semaine ou 2 semaines le temps qu'ils prennent en compte les reviews de PR. Et du coup, on va avoir des fois des fonctionnalités qui vont un peu nous bloquer, nous dire bah,
en fait, cette fonctionnalité, elle va impacter une autre qu'on est en train de faire en parallèle. Donc il y a beaucoup de discussions et d'allers-retours à faire à ce niveau-là, et c'est surtout à ce niveau-là, l'asynchrone. Après pour les réunions, moi je travaille pas mal avec, Madelena qui est basée elle, à New York, à Brooklyn et souvent les réunions on les fait en début d'après-midi ou dans l'après-midi en fait, en C'est de général la le bonne matin intelligence, c'est quoi. ouais, en général le matin c'est les réunions, juste, juste entre Européens. OK. Et comment tu es managé? Comment ça se passe, d'être managé dans une fondation comme ça? Est-ce que tu as un manager direct? Est-ce que, tu as des objectifs? Est-ce que, ça se passe comment? Ou alors c'est de la liberté? Tu enfin, c'est quoi l'ambiance, dans une boîte comme ça? Alors, on est très, très présent sur avant on était très présent sur Discord, maintenant on est très présent sur Slack. On a migré il y a pas longtemps, sur Slack, donc il y a beaucoup d'interactions, sur Slack directement. Et oui, on a un manager. Donc moi, mon manager, c'est Franck, qui gère, tout ce qui est les release notes des blogs, qui gère les release parties avec Paulus, donc et en fait, on est assez libre sur ce qu'on fait. Il y a des objectifs qui en fait, la Open Home Foundation, il y a un comité, en fait, qui gère cette fondation et qui va définir les objectifs à l'année, globalement et après ça va être vu avec les équipes de comment les mettre en place. Mais on n'a pas vraiment d'objectifs individuels on est assez libre, en fait, sur tout ça. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de faire de l'open source? Est-ce que tu as senti que ton job était différent? Ou finalement, du code, c'est du code? Ce qui change vraiment, c'est les retours utilisateurs par rapport à travailler dans une boîte parce que alors nous déjà, on est sur un cycle mensuel de release en fait. Mensuel, ouais. Donc Le premier mercredi, ouais, tous les exactement. premiers mercredis du mois, on a une semaine de bêta, donc le dernier mercredi du mois, on commence la bêta et on a une semaine, de test, avec les bêta-testeurs. Et en fait, dès qu'on ouvre une PR, on a souvent des réactions, en fait. C'est ça qui change vraiment, c'est que le moindre bout de code que tu touches, tu as très vite, en fait, quelqu'un qui va dire, «Tu as cassé ça» ou «Ce use case, il a pas été pris en compte», tu as vraiment des retours très, très rapides sur ce que tu fais, en fait. Il y a aucun moment où tu vas te dire: «On fait un silo, de 3 mois de dev» et au bout de 3 mois, on se rend compte qu'on a planté la feature et qu'en fait, c'est pas du tout raccord avec ce que veulent les gens, en fait. Alors c'est Donc une c'est bonne transition parce que, moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de tous les 2 de ta vision de la domotique et et de est-ce que on va peut-être commencer par ça. Est-ce que, la domotique c'est quelque chose c'est encore un truc, de passionné ou c'est quelque chose qui devient accessible à tous? Parce que là, je vois bien, bah, tous les contributeurs que tu as et les gens qui te sautent dessus, potentiellement, ça peut être, moi parce que je suis tech et que j'aime bien bidouiller et que, ta PR m'intéresse, quoi. Donc, c'est quoi, comment vous gérez ça et c'est quoi votre vision produit pour, Home Assistant et la cible? Qui utilise Home Assistant pour toi? Ouais. Alors, actuellement, je vais pas le cacher, on est, très axé sur des profils très tech en utilisateurs. En général, nos utilisateurs, ils commencent avec, ils achètent des premiers produits domotiques. Ils achètent par exemple, produit Hue, ils installent l'app Hue. Après ils achètent un produit Nest, ils installent l'app Google. Ils achètent un HomePod, ils utilisent, HomeKit. Donc, vraiment ou des IKEA, tu installes le hub IKEA et en fait, ils se retrouvent confrontés à avoir, trop de produits de marques différentes et du coup, ils sont déjà utilisateurs assez avancés, de la domotique en utilisant déjà plusieurs écosystèmes avant de venir sur notre produit. Donc on n'a pas trop d'utilisateurs, tu vois, qui se disent: «Je fais un premier pas dans la domotique, j'achète mon premier produit et j'utilise Home Assistant directement». On a toujours, cette première phase de test d'un autre écosystème avant. On essaye de simplifier au maximum, toute l'expérience utilisateur. C'est en fait le plus gros du travail qu'on fait, c'est ça, c'est essayer de simplifier au maximum l'expérience utilisateur, mais tout en gardant des côtés, experts pour certaines personnes, en fait. Parce que dès qu'on enlève une fonctionnalité, en fait, les advanced users, en fait, ça leur plaît pas, quoi. Ils utilisent Home Assistant justement pour aller très loin et ils ont tous leurs trucs en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as des utilisateurs qui peuvent passer, par exemple, des heures et des heures et des centaines d'heures sur un tableau de bord
Et du coup, si tu leur fais une release qui change tout, pour tout simplifier, en fait, ils vont se dire, en fait, j'ai juste perdu mon temps pendant 200 heures à faire mon truc. Et du coup, mais d'un côté, on veut par exemple que quand tu mets un pied dans Home Assistant, bah, en fait, que tu aies directement un peu tout clé en main et que tu n'es pas obligé de commencer à regarder de la doc, à écrire du code en YAML ou des scripts ou des choses comme ça, quoi. Donc pour la peine, c'est quoi ta vision produit, toi? C'est un truc où si tu as envie de faire clic-clic, tout clé en main, c'est facile, mais si tu as envie de tout personnaliser, ça doit être faisable aussi et facile? Exactement, ouais. En gros, il faut pas que les utilisateurs qui commencent se trouvent noyés dans les fonctionnalités trop avancées. Donc, on permet de passer un peu en mode avancé, mais par défaut, on reste simple. Par exemple, pour le tableau de bord, tout est fait en interface avec des boutons, du drag and drop, tout ça. Après, partout, tu peux dire je passe en mode code et t'écris du code YAML pour coder ta fonctionnalité. Pareil pour les automatisations, tu peux tout faire en interface utilisateur et si tu veux vraiment passer en mode code, tu peux également, quoi. Et toi, ta vision produit, tu crois que c'est tenable dans le temps? Ou alors vous essayez de enfin, je sais pas, je me dis à un moment, peut-être qu'il faut faire un choix, quoi. Soit c'est un produit d'expert, soit c'est un produit, grand public, mais c'est vachement dur d'arriver à satisfaire tout le monde. Ouais. Est-ce que vous êtes confiant sur, votre capacité à continuer sur ce chemin? Ouais, on est confiant. Après, je pense qu'on restera toujours un produit expert, en fait, ou au moins avancé. Mais ne serait-ce qu'en fait en fait, il y a beaucoup d'intégrations qui sont pas officielles, entre guillemets. Enfin, elles sont officiellement supportées par Home Assistant, mais en fait, on n'a pas de dialogue avec les entreprises directement. Donc, ce qui fait que on peut utiliser une API pour se connecter à un cloud pour avoir des capteurs ou quoi que ce soit. Et le constructeur, il peut décider de mettre fin à cette API ou de changer des choses. Et en fait, ça peut casser toute ta domotique chez toi. Donc en fait, ou même des changements d'API, du coup, nous, on doit fournir les mises à jour qui vont permettre d'adapter le produit, mais il peut y avoir des changements, des break-in change, tous ces trucs-là. Et du coup, c'est pour ça qu'à mon avis, on passera jamais dans un produit grand public parce qu'on peut pas garantir une stabilité dans le temps pour tous les produits qui sont connectables, en fait. Sauf si tous ces acteurs deviennent, sponsors de la fondation ou acteurs de la fondation, quoi. Ouais, en fait, on a un programme qui s'appelle Work with an Assistant, qui permet à chaque entreprise d'être en contact direct avec nous. Donc, ils nous envoient des produits, on les teste, donc il y a toute une checklist à respecter. Et de temps en temps, on annonce du coup les entreprises qui en font partie et quels produits sont certifiés par ces constructeurs de fonctionner avec Home Assistant. Et à la même manière qu'un badge sur leur packaging, ils peuvent noter le Work with Home Assistant de la même manière qu'ils pourraient dire un Work with Alexa ou Work with Ouais, Google Home, quoi. Voilà. ouais, c'est cool. Et si je te pose une question vachement générique, c'est quoi toi, de la domotique et c'est quoi de la domotique cool? De la domotique cool. Alors, C'est quoi qu'est-ce qui te plaît, tu vois? C'est quoi un effet waouh domotique pour toi? moi, un effet waouh domotique, c'est quand tu te rends même plus compte qu'il y en a et que tu te rends compte juste qu'il y en a quand tu ne l'as plus. En fait, par exemple, moi, j'ai pas mal de choses qui sont automatisées chez moi. Quand je pars en vacances, tu vois, je pars dans un Airbnb ou autre part et en fait, bah, tu te rends compte que tu te mets dans une pièce et en fait la lumière elle s'allume pas, tu vois? Ou ou alors, tu dois te lever pour éteindre les volets, pour fermer les volets ou des choses comme ça en fait et des choses qui au quotidien en fait tu te rends même plus compte que c'est domotisé parce que tout est entre guillemets «automatique» ou très simple d'utilisation. Heu, Moi c'est là que je trouve qu'il y a l'effet waouh et aussi plus le côté fun, c'est comment tu peux rendre un appareil, non connecté, connecté. Chose toute bête, tu vois? Par exemple, j'ai ma voiture, tu vois? Je peux lancer la clim à distance, mais je sais pas quelle température il fait dans ma voiture, tu vois? Et en fait, du coup, bah, j'ai juste mis un capteur de température dans ma voiture et du coup, bah, je peux savoir justement si
dois lancer la clim, tu vois, avant d'aller dans ma voiture, par exemple. Je peux avoir des alertes à ce niveau-là. Et aussi un side effect que j'avais pas prévu, en fait, c'est que le capteur, il est en Bluetooth et du coup, bah, en fait, il fait un peu aussi tracker de ma voiture, en fait. Du coup, maintenant, je sais si ma voiture est garée chez moi ou pas. Et Parce qu'il va envoyer des paquets Bluetooth et du coup, en gros, avec un appareil un capteur de température Bluetooth, tu vois, bah, tu vas pouvoir traquer ta voiture. Après, tu vas pas savoir où elle est, mais tu vas savoir si elle est à la maison ou pas, tu vois. Donc, tu vas pouvoir faire des automatisations sur ça. mais un truc, dont on discute souvent, c'est, que moi j'adore, faire ça, c'est cool, mais ta maison, il y a toute ta famille dedans et heu et peut-être que les personnes avec qui tu habites n'ont pas d'aisance, ça les ennuie, ils ont juste envie d'oublier qu'il y a de la domotique. Alors tu vas me dire, bah oui, mais n'empêche que la domotique, de temps en temps, ça tombe en panne, il faut changer les piles, il faut redémarrer quelque chose, où il y a un service, comme tu l'as dit, peut-être une API qui va se débrancher. Et d'un seul coup, ce qui était cool devient un peu un Ouais. blocage. Et toi, t'es tech, c'est pas grave, mais comment tu intègres ça dans ta vie de famille? Alors déjà, au niveau de la boîte, on a ce qu'on appelle le Approval Factor, ce que beaucoup appellent le Le WAF, WAF, ouais. mais en fait, on n'aime pas. J'ai essayé de pas le dire, mais oui, Voilà, on n'aime pas ce terme et du coup, on est plutôt sur le Home Approval Factor, en fait. En gros, exactement. donc Le c'est vraiment HAF. toute la famille et toute la maison qui approuve du coup tout ça. Euh, donc en fait, c'est ce que je disais, c'est qu'on a un produit d'expert. En fait, on a deux types de personas. On a les admins et on a les utilisateurs vraiment qui vont jamais configurer une intégration, qui vont pas le maintenir, mais qui vont juste être utilisateurs. Donc ça peut être utilisateur à la voix et ça peut être utilisateur avec un tableau de bord ou alors utilisateur d'une automatisation en fait, que ils vont en gros subir une automatisation ou ne pas la subir justement. On fait pas mal de recherche utilisateur en fait et on a des utilisateurs qui un coup on a eu l'administrateur donc le père de famille et la mère de famille l'utilisatrice et en fait elle se faisait appeler la victime en fait tellement tellement Ben ça ouais, devenait compliqué quoi et c'est exactement ce que tu dis. Alors moi pour le concilier en fait ce que j'essaye de faire c'est que j'ai toujours une commande manuelle quelque part. Par exemple je préfère connecter mes interrupteurs plutôt que connecter les lampes directement. Et même si je connecte une lampe directement avec une ampoule, je vais quand même mettre un interrupteur peut-être à pile ou filaire en fait. Philips Hue, tu peux rajouter par exemple un module derrière un interrupteur qui est relié à une lampe qui n'est pas reliée électriquement en fait. Donc en gros, j'essaye toujours d'avoir une commande manuelle pour, euh, pour que n'importe qui puisse l'utiliser. C'est d'autant plus important quand tu as des invités. Bah, en fait, il faut qu'ils puissent utiliser la maison, quoi. S'il y a une nounou qui vient et qui doit soigner ma fille, bah, il faut qu'elle puisse allumer la lumière et fermer les volets, quoi. mais et concrètement, il y a une tablette au mur chez toi avec une interface, quelque chose, des boutons, ou alors pas du tout? Non, La domotique, vous l'oubliez, et puis au pire, il y a les boutons de la maison standard. ouais, en fait, on est beaucoup en vocal chez nous. Donc, on utilise beaucoup Siri. On a mis tous les appareils qui nous intéressaient, du coup, Home Assistant les expose à l'assistant vocal de Apple. Donc, on fait beaucoup en vocal pour contrôler beaucoup de choses. Et Via n'a plus sinon, qu'à ça. C'est n'a plus qu'à euh, ça qui fait cette intégration-là, non? non, la partie Apple, c'est du full local, donc t'as pas besoin de passer par un abonnement cloud. Ah, je savais pas. Ok. Voilà. Par contre, pour Google et Alexa, euh, tu es obligé de passer par le cloud. Et là, du coup, soit tu peux le configurer toi-même en créer une application de dev, Google, tout ça. Soit tu peux souscrire à l'abonnement Nabucasa, qui du coup soutient la fondation pour utiliser ce service. Ce que je fais, ce que je faisais avant de travailler chez Home Assistant. Ok. Maintenant, c'est inclus en tant que Et développeur Home alors, Assistant. c'est rigolo parce que toi, t'es dev front. Ton taf, c'est de rendre le produit agréable à utiliser
et que ça soit limpide, facile, machin. Et puis tu me dis, bah moi, mon utilisation du produit, c'est la voix. Et donc, c'est quoi qui se cache derrière pour toi On doit utiliser Home Assistant uniquement pour de la configuration, et puis les dashboards de visualisation, tout ça, bon, Non, c'est de en fait, l'analytique. ce que je voulais dire justement, c'est que en fait, la maison est totalement contrôlable sans écran, c'est le but. Par contre, on a bien sûr nos téléphones avec l'application et souvent si je suis dans le canapé, le soir, que je veux changer des scènes ou faire des choses comme ça, je vais le faire avec mon téléphone ou j'ai une visualisation de tout l'état de ma maison, sur mon téléphone si j'ai besoin en fait pour monitorer ou contrôler des choses rapidement. Et après pour les tâches les plus courantes, par exemple, tu es dans la cuisine, tu veux ouvrir un volet, faire éteindre une lumière, on le fait à la voix, quoi. Et est-ce que ta conjointe s'en sert? Ouais, énormément, Ouais. ouais. Donc beaucoup à la voix, même plus que moi et également pour l'application pour gérer les lumières, fermer les volets, tout ça Ok, cool. et pour les notifications aussi. Du coup, on reçoit tous les 2 les notifications. Par exemple, j'ai des automatisations, qui vont m'envoyer un message quand la machine à laver est terminée, tu vois? Heu, donc par exemple ça, c'est pas moi qui suis destinataire en fait, le destinataire, c'est les personnes qui sont à la maison. Ok, j'ai Donc eu peur. J'ai j'ai eu hyper peur de ce que tu non, allais non, non. dire. Non, non, non. Non, du coup, c'est ça, Quand c'est que en l'évier est général plein, ouais, c'est ça. Non, en général, les notifications, je les gère comme ça. C'est en gros, il y a pas de différence entre non, si c'est vraiment une notification tech, genre, il y a plus internet ou des choses comme ça, je reçois des notifs, je les ai et c'est tout. Mais parce vu que je suis admin et ça me concerne surtout moi, mais pour la majorité des notifications, genre, la pièce a été bien aérée, il va faire chaud, il faut fermer les fenêtres ou des choses comme ça, ou la machine à laver, ça, c'est les personnes qui sont à la maison. Comme ça, si moi je suis pas à la maison ou si, ma femme travaille, en fait, bah, on n'est pas embêté par, ces notifs de la maison, quoi. à quel point c'est cool d'être utilisateur d'un truc qu'on développe. On voit tout de Est-ce que suite les bugs. On voit tout de suite les bugs et en fait, on se rend tout de suite compte si quelque chose est très ennuyant. Heu, enfin, c'est vrai que il y a des choses, en fait, au quotidien, quand tu es utilisateur, tu te dis, Ça me saoule, j'ai» et du coup, tu peux facilement dire: «Bah, je vais aller dans le code et je vais le corriger» ou «Je vais ramener ce sujet, dans une réunion et comme ça, on va pouvoir, voir que si on peut le corriger». c'est comme l'artisan qui fait les travaux chez lui et qui voit tous les petits défauts, quoi, C'est un petit ça, peu. ouais. Ouais, OK. Comment, tu vois, tu m'as parlé de plein d'objets, de plein de trucs, différents, et d'assistants vocaux, est-ce que pour toi, déjà, première question, les assistants vocaux, c'est un impondérable de la domotique aujourd'hui? C'est quelque chose qui est devenu facile parce que ça marche vachement mieux qu'avant et tu peux exposer plein de choses et tout ça? Hem, donc ouais, est-ce que les assistants vocaux pour toi, c'est un super portail pour la domotique? Ouais, je pense. Je pense surtout pour commencer avec des solutions comme, Alexa, Google ou Siri, qui ont leurs limitations, hein, Siri est très limité dans le contrôle de la maison. Après, moi, ça me va parce que je veux pas faire des choses trop complexes à la voix. Mais ouais, c'est un bon point de rentrée, je trouve et ça devient assez simple. L'année dernière, on a lancé notre, 1er assistant vocal, Assist, avec un hardware dédié. Ça fonctionne assez bien, si tu souscris à l'abonnement, Nabucasa parce qu'en fait, ce qui est compliqué en fait, il y a dans le vocal, mais c'était peut-être pas ta question, c'était peut-être plus le point d'entrée, plutôt que mais on Ouais, peut si, si, mais développer vas-y, un peu. vas-y, Voilà, vas-y, développe, heu, ouais. en fait, pour un assistant vocal, comprendre ce que tu dis, c'est assez simple parce que, on a des parseurs, où on analyse les phrases. On a des personnes dans chaque langue qui s'occupent d'écrire toutes les phrases possibles pour contrôler des appareils avec toutes les variantes possibles et des natifs en général donc et c'est la communauté. Donc moi, par exemple, je m'occupe du français avec, d'autres Français de la boîte. Heu, mais du coup, pour le néerlandais, ça va être un natif néerlandais qui va le faire donc ça, on est assez bon là-dessus.
Après, ce qui va être plus compliqué, ça va être la partie transcription vocale, en fait. Donc récupérer ta voix et écrire du texte avec pour que le texte, on puisse l'analyser. Et ça, actuellement, c'est assez difficile de le faire sans cloud. En fait, tu es obligé de souscrire à un abonnement cloud, donc comme Nabucasa par exemple, pour le faire, parce Mais que c'est des modes. Ouais, j'imagine que bah, dans les bacs, vous devez réfléchir pour maintenant avec du LLM, des serveurs MCP qui vont beaucoup mieux ouais, interpréter ce qui est dit pour récupérer la bonne info, quoi. Moi, je ouais. m'attends à un serveur MCP Home Assistant qui arrive à un moment, quoi. Bah, ça fonctionne assez bien. C'est en place. Tu peux connecter Google Gemini, ChatGPT à ça, mais c'est pas la partie la plus complexe. La plus complexe, c'est vraiment, et ça paraît très basique, c'est vraiment de récupérer ta voix et écrire du texte avec, et que ce texte ensuite qui soit analysé, c'est la partie entre guillemets la plus simple, puisque maintenant on peut tout dédier à un LLM où on peut directement parser les phrases par nous-mêmes. Donc on a les deux modes qui sont en place. Mais ouais, c'est vraiment la partie transcription vocale qui est compliquée. Reconnaissance vocale, en fait. Ok, pour que ça soit bien intégré dans ta maison, quoi. Ok, Ça, si tu veux le faire en full local et que tu pas de cloud, il faut une bonne machine avec une bonne carte graphique pour le faire, et il faut trouver les bons modèles en français pour le faire. ok, clair. Euh, Si demain t'as un ami qui arrive et qui dit: «Ah salut, bah, j'ai envie, j'adore ce que tu fais, elle est trop bien ta maison, et j'ai envie de domotiser ma maison». Comment est-ce que tu fais rentrer quelqu'un qui n'y connaît rien dans la domotique? Tu m'as dit tout à l'heure, bah, tu vas chez IKEA et t'achètes achètes, tes 1 Ouais, petites ampoules et cetera, et tu utilises ta première application, mais n'empêche que tu peux vite t'y perdre, quoi. Il y a 15 000 protocoles différents. Euh, c'est les Zigbee, les Z-Wave et compagnie, c'est hyper compliqué. On en est où pour toi sur toute cette complexité qu'il y a autour de la domotique de maison et tous ces acteurs différents qui font chacun leur truc dans leur coin? Il y a Matter ouais. qui est censé un petit peu centraliser tout ça. Ouais, Matter aide bien à centraliser tout ça. Après, ça me fait penser un peu à un mème que tu as sûrement dû voir. C'est en gros, il y a plein de, il y a plein de choses différentes, il y a plein de standards. On va faire un standard pour tous les unifier. Et en fait, on se T'as retrouve un juste standard en avec un plus. standard de plus. Donc, pour moi, c'est un peu près ça. Après, j'ai pas mal d'appareils Matter chez moi, puisque j'essaye de me tenir à la page de tout ce qui sort. Euh, je pense qu'ils ont tous un peu leurs avantages et leurs inconvénients. Les protocoles, en fait, en tout cas, si tu tapes dans des appareils qui sont Zigbee, Z-Wave, Matter, normalement, tu devrais pas te tromper. Tu vois, si tu te bases sur les protocoles standards, normalement, il n'y a pas de souci. C'est des choses qui sont assez établies. Le gros danger, c'est d'acheter un appareil, par exemple, qui est totalement fermé et que tu pourras jamais l'intégrer facilement à un autre système, en fait, et tu un peu bloqué avec le constructeur, quoi. Bah, par exemple, là, il y avait le DevLille, donc la semaine dernière, puis je discutais avec quelqu'un de panneaux solaires. Et tu peux acheter tes petits panneaux solaires en plug and play directement. Alors là, on discutait d'une marque qui s'appelle BIM, qui est une marque française, et qui a une super application. Tu vois ce que tu produis en temps réel. Et sauf que, et premier réflexe de tout le monde autour, on dit, mais est-ce qu'il y a une intégration Home Assistant? Et bien non, parce qu'il n'y Oui, a pas d'API et c'est compliqué. Et, et, et en fait, ma question c'est, est-ce que pour vous, c'est du pain béni le fait que chaque marque fasse son truc dans son coin? Parce que comme vous avez un système de plugin et d'intégration, bah, au final, pour Home Assistant, c'est très bien. On est capable de développer des choses et c'est le cœur de métier de Home Assistant, c'est d'unifier tout ça. Parce que si demain, il n'y a qu'un seul standard, est-ce que c'est pas les produits Apple qui vont prendre juste la main sur la domotique de la maison? Tu vois ce que je veux dire? Mmh, non, en fait, en fait, le truc, c'est que justement, on encourage au maximum les marques à utiliser les standards.
et éviter de faire leur truc dans leur coin. Même si, justement, s'ils font leur truc dans leur coin, bah, en gros, on sera la seule plateforme qui pourra les intégrer et on va concurrencer Google, Apple. Mais en fait, on est aussi leader sur les. Du coup, on commence à avoir du poids. On est un peu leader sur les standards. Par exemple, Polus fait partie de la Z-Wave Alliance maintenant. On a aussi des personnes qui travaillent étroitement avec les équipes de Matter. Typiquement, pour donner un exemple, donc pour des serrures connectées, on a Nuki, donc qui est une marque de serrures connectées, qui a fait une serrure connectée Matter. Et en fait, ils avaient une fonctionnalité. En fait, la norme Matter permet d'avoir juste, tu peux verrouiller ta porte, déverrouiller ta porte, et tu peux aussi, ce qu'on appelle unlatch, tu peux aussi ouvrir ta porte. Tu vas donner le coup de clé en plus qui permet d'ouvrir les portes directement, pour les portes qui sont compatibles. Par exemple, moi, j'ai pas de poignée sur ma porte à l'extérieur. Bah, je suis obligé de donner un coup de clé pour ouvrir. Donc ça, c'est vraiment la partie ouvrir la porte, en fait. Et cette partie-là, en fait, elle n'est pas implémentée chez Apple, Google, Alexa. Et du coup, on était étroitement avec les équipes de Nuki pour justement faire la partie front. En gros, on était force de proposition. On a dit, on va implémenter ça chez nous. Et du coup, un an après, tu as Akara qui a sorti sa serrure. Et en fait, bah, ils nous ont contactés. Ils ont dit comment on peut faire pour s'intégrer. Et en fait, ils ont rendu la fonctionnalité aussi disponible via Matter sur leur serrure. Et du coup, on a proposé une interface, et cette interface a été proposée au niveau Matter, du comité Matter, et du coup, peut-être que dans quelques années, en fait, Apple et Google vont proposer cette fonctionnalité sur leur interface aussi, en fait. Donc, on lead un peu les use cases des gens à ce niveau-là, au niveau des standards également. Comment, est-ce que pour toi, il y a des pièges à éviter dans une maison? À part, donc là, tu as dit: «Bah, attention, si tu achètes quelque chose et que c'est complètement fermé, bah, tu es un peu foutu». Heu, mais comment tu le sais à l'avance ça? À part, tu dois vraiment faire, de la veille, le bon objet? Est-ce qu'il y a une intégration Home Assistant déjà toute faite? Est-ce que potentiellement, si elle y est pas, il y a une API? C'est quoi la démarche pour toi? Ouais, c'est un peu ça pour l'instant. Là, on va lancer le projet d'une base de données de device. Donc là, on est encore en discussion avec le produit à ce niveau-là, pour un peu faire un peu l'état des lieux de ce qui est compatible, quels produits sont ouverts, quels produits pourront être intégrés facilement. Mais ouais, pour l'instant, en fait, en général, tu tapes le nom de la marque Home Assistant et tu regardes si ça redirige vers notre site, et voir un peu ce qui se passe, quoi. Après, si tu achètes des produits où tu as le badge Matter, Zigbee ou Z-Wave, Ouais, c'est gagné, ou quoi. Work with Home Assistant, tu es Ouais, sûr que ouais. ça marche, en fait. Faut favoriser vraiment ces produits-là. Parce que tu as des, Z-Wave to MQTT, ce genre de trucs, c'est ça? Ouais, Bah, tu as comment ça directement, en s'appelle? fait, les protocoles standards sont intégrés Ouais, directement ouais, à Home Assistant. Il y a même plus besoin de mettre d'add-on, tout ça. OK. Il y a quelque temps, il y avait les community day Ouais, sur, sur l'île. sur l'île, entre autres. Tu peux nous en parler? C'est quoi l'idée derrière ça? Alors, les Community Days, c'est la première année qu'on les fait. En gros, c'était un jour en mai, je sais plus exactement quel jour, c'était fin mai, je crois que c'était le 24, où il y a des meet-up en fait qui se sont organisés partout dans le monde, donc le même jour. Et c'était vraiment des meet-up locaux. Donc en France, il y en a eu à Bordeaux, à Lille, il n'y en a pas eu à Paris, je crois, il y en a eu un autre à Lyon. Et, et en fait, l'idée, c'était juste donc des utilisateurs en assistance se rencontrent et discutent domotique autour d'un verre, quoi. C'était vraiment le côté vraiment rencontre utilisateur entre utilisateurs. Alors ceux qui étaient à Lille, bah, ils ont pu directement parler avec des personnes qui travaillent réellement chez Home Assistant, puisque j'étais là, et Pierre qui travaille chez Nabucasa était là également. Mais à Lyon, je sais que c'était juste des utilisateurs qui se sont rencontrés pour discuter domotique. Ça s'est bien passé à Lille? Ouais, on était pas tant que ça, on était 8, je crois. Mais c'était super sympa, et le but, c'est d'en refaire, quoi. Enfin, il y a des personnes qui se sont dit: «Ah, faut qu'on garde contact, faut qu'on se recontacte»,
Je sais que tu as une communauté française, HACF, communauté française de Home Assistant, qui fait des domo apéros. En fait, ils organisaient déjà des choses comme ça avant. Et je l'avais jamais fait, j'en ai jamais fait encore, mais c'est exactement la philosophie en fait. C'est juste les gens qui sont passionnés de domotique pouvoir discuter autour d'un verre de ça, quoi, et se rencontrer. À propos de HACS, que je trouve galère à dire, tu peux Et nous parler du principe un petit peu de ce que c'est HACS dans Home alors du coup, Assistant? HACF et HACF, c'est deux choses différentes, hein. HACF, c'est la communauté française d'Home Française et Assistant. HACS, c'est un système C'est le, c'est un store. c'est un store communautaire qui a été développé par Joachim qui bosse pour Nabucasa. Il avait commencé sur ce projet, il a été ensuite embauché par Nabucasa. Et ce projet, du coup, maintenant appartient à la fondation. Il en a fait don à la fondation. Donc, il continue à le maintenir et nous, on peut également le maintenir. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que la fondation, en fait, elle n'a pas seulement le projet Home Assistant, elle a d'autres projets comme Z-Wave.js qui permet de connecter des appareils en Z-Wave. Il y a toute la partie Voice aussi qui est dedans. Il y a la partie musique assistant qui est un peu un home assistant mais spécialisé dans la musique, home assistant. Et il y a aussi ce community store dont tu me parles. Et du coup, ce community store va permettre d'installer des intégrations. Il va permettre de rajouter des choses à ton home assistant qui ne sont pas supportées par défaut. Donc ça va permettre de le fine-tuner. Tu vas pouvoir rajouter des intégrations qui ne sont pas super officiellement supportées. Par exemple, moi j'ai un robot tondeur chez moi. Il est connecté via une intégration HACF parce qu'en fait, il n'y a pas d'API très officielle. Et du coup, ça peut péter à n'importe quel moment et on ne veut pas intégrer le projet. En gros, si vous utilisez ce qui est dans la Community Store, ça peut casser à tout moment et c'est un peu. C'est plus risqué, quoi. Ouais, Mais typiquement, moi j'utilise Gaspard, qui est GRDF exactement. Gaspard, qui est une intégration pour mesurer ma consommation de gaz dans la maison et qui n'a pas marché pendant, je pense, une bonne année, un truc comme ça, parce que sur le site de GRDF, ils avaient rajouté un CAPTCHA Ouais. et ça marchait. Et donc l'intégration ne marchait plus. Et un jour, la personne qui développait ça a réussi à contourner le truc et on a Ouais. l'intégration et la donnée qui remonte. Ouais. Donc c'est Et ce genre d'intégration. Ouais. ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tout ce qui est officiellement supporté par Home Assistant, tu as souvent plusieurs personnes qui sont contributeurs. Tu vas avoir des honneurs par intégration. Par exemple, pour Météo France, c'est un Français c'est Quantam, je crois, un Français qui gère ça, qui est qui est un peu qui fait les reviews principales en fait de ça. Mais n'importe qui peut contribuer et nous on va on va pouvoir aider, maintenir toutes ces intégrations là qui sont officielles. Par contre, si tu utilises le community store en fait c'est libre au propriétaire donc c'est hosté sur sur le GitHub de la personne qui l'a développé. C'est pas hosté sur le GitHub de Home Assistant. Et du coup c'est la personne qui est totalement responsable de ce qu'elle met dessus. En fait, ce qui est aussi risqué, c'est que si la personne veut mettre une backdoor dedans ou pour piquer des credentials ou quoi que ce soit, techniquement, elle peut. Parce que elle va faire elle va Complètement, mettre ouais. du code Python et du coup, si tu dois mettre tes credentials EDF, bah, si le mec il a envie de l'envoyer chez lui, il peut en fait. T'as aucun, par contre, tout ce Il qui est f- officiellement supporté par Home Assistant, c'est review par nous. Tous les, donc c'est en Python et tous les packages qui sont liés, on fait des revues de ces packages. Ils doivent être open source. Donc il y a vraiment des choses assez strictes à ce niveau-là, quoi. Oui, c'est clairement à nos risques et périls et c'est clairement le genre d'intégration, oui, où on doit écrire dans des fichiers de conf nos credentials pour arriver sur des sites ou ce Après, genre il y de en a trucs, qui quoi. marchent très bien, hein. Moi, Mhm. enfin, je connais pas un seul utilisateur qui n'utilise pas HACF aujourd'hui, hein. HACS. Ouais. Ouais. Tu vois, toi aussi, tu as fait le lapsus. Et d'ailleurs, c'est tout un sujet, l'installation et la maintenance de Home Assistant dans sa maison. Euh, donc, il y a Nabukasa qui vend un device pour ou pas, ouais, Ouais. pour En fait, historiquement, c'était le device un peu que tout le monde utilisait, c'était un Raspberry Pi Raspberry, ouais. ou une VM ou un Docker.
Et depuis 2-3 ans, même plus, hein, ça fait peut-être même 4 ans, on a commencé à sortir du hardware. Enfin, Nabucasa, du coup, sort du hardware. Donc, ça a commencé par la Blue, qui était en fait juste une carte Odroid. Un peu, donc, c'est un simili Raspberry Pi qui était, qui était brandé Home Assistant, mais rien de plus. Et ensuite, on a sorti la Yellow, qui était une board où tu viens clipser un module de Raspberry Pi dessus, le Compute Module 4, qui est maintenant compatible avec le Compute Module 5, qui est sorti récemment. Et du coup, avec une puce Zigbee intégrée, le Ah Wi-Fi, oui, la possibilité oui. de mettre un SSD, tout ça. Et récemment, enfin récemment, il y a 2 ans et 1 an et demi, je crois, on a sorti la Green, donc qui est une version light de la Yellow. Donc qui est vraiment l'entrée. En gros, c'est pour 100 euros, tu as un device un peu comme un Raspberry Pi, mais sauf que tu as une mémoire intégrée. Et en gros, elle est pré-flashée avec Home Assistant. Donc tu arrives, tu branches et tu démarres, quoi. Ok. Il y a cette réputation historique de dire que avoir un Raspberry Pi avec ta carte SD, t'as tendance et des solutions domotique, t'as tendance à cramer tes cartes SD assez vite parce que ça supporte pas les écritures fréquentes. Tu confirmes ça? Ouais, c'est vrai, ouais. Moi, C'est pas ouf. j'éviterais. C'est bien pour tester, pour commencer, mais je pense que le mieux, c'est de passer sur au moins un petit SSD. Après, ça peut même être branché en USB et booter sur un SSD ou sur un disque dur, ou carrément acheter un petit. Moi, par exemple, chez moi, je le fais tourner sur un mini PC qui est avec les processeurs Intel, les N100 là. Ça coûte 200 euros et tu as un petit PC qui fait tourner des Ouais, Docker et même Home Assistant super facilement. Tu peux même installer l'OS dessus. Moi, j'ai déjà installé parce que justement, en fait, tu as carrément un OS Home Assistant en fait qui est basé ouais. sur Debian et tu peux l'installer directement. Euh, T'as Donc pas ça, besoin tu peux de. peut-être, parce qu'il y a eu un article il y a pas très longtemps là Oui, sur les façons d'installer justement Home Assistant. Donc il y avait 4 façons, il me semble, et maintenant il n'y en a plus que 2 qui oui, sont supportées. Il y a la première façon qui est supportée, c'est ce que tu dis, c'est Home Assistant OS, qui est un c'est ça. truc où tu bootes une VM dessus et puis il y a tout qui est préinstallé et ça se Si met à tu veux jour et tout si ça. tu veux le faire tourner sur un PC déjà existant, tu peux le mettre sous forme de VM, mais tu peux aussi l'installer directement sur un petit PC ou sur un Raspberry Pi et du coup c'est ton OS en fait. Et c'est la meilleure expérience que tu peux avoir et c'est ce qu'on conseille. Parce qu'elle se met à Euh, jour. ouais, t'as toute la partie des mises à jour qui est gérée. En fait, si tu veux, on va pour ceux qui utilisent Docker, en gros, c'est basé sur Docker et du coup, on a toute une surcouche qui permet de mettre à jour Home Assistant et qui permet de rajouter des add-ons, donc qui sont des conteneurs externes qu'on appelle add-ons chez nous, des modules complémentaires. Et du coup, l'intégration se fait directement. En fait, tu vas ajouter un add-on, par exemple, pour MQTT, donc qui est un protocole de communication. Bah, il va directement être relié Home Assistant. Tu n'as pas besoin de configurer des credentials et de partager tes ports et tout ça, quoi. Tout est géré automatiquement. Ouais, ok. Bah, ouais. Moi, j'utilise justement donc la deuxième façon C'est de ça. Donc là, l'héberger. J'utilise la version conteneur et je dois avoir des conteneurs en parallèle où je dois bien gérer les liens entre mes c'est conteneurs ça. et tout ça. Et donc, pour la peine, ça se met pas non plus à jour. Et tous les premiers mercredis du mois, j'ai un petit script qui va faire des Docker pools pour récupérer et relancer tout ça, quoi. Ouais. Et en gros, ça, c'est supporté. Et pour ceux qui veulent vraiment un peu plus avoir la main sur ce qu'ils font, c'est très bien en fait. Si tu as l'habitude de jouer avec Docker et que tu aimes ça, ça marche bien. Il y a pas beaucoup de choses que tu pourras pas faire. Il y a juste tu pourras juste pas utiliser de modules complémentaires. Par exemple, si tu veux utiliser Matter, tu devras toi-même installer un Docker qui gère Matter. Et alors que si tu l'as avec Home Assistant OS, bah, en fait, dès que tu vas cliquer sur ajouter l'intégration Matter dans Home Assistant, bah, il va directement t'installer l'image Docker en add-on à côté et le lier à Home Assistant. Ok. Et vous fournissez quoi comme architecture supportée pour HAOS? C'est du ARM? x86 Ok. et ARM, mais juste 64 bits. On a enlevé le 32 bits.
D'accord. récemment. Et donc vous avez enlevé, un mode supervisé et le mode core où, tu as ta VM et tu installes tout toi-même, sur ta machine. Donc, de Et ce que j'ai compris de l'article, ça générait des bugs, c'était, c'était assez peu utilisé. Il y a moins de 5% des gens qui passaient par ce système-là. J'ai quand même j'ai posé la question sur Mastodon en disant ah, vous avez des questions à poser et puis c'est la question qu'on m'a posée. On m'a dit bah, pourquoi il l'enlève et pourquoi c'était quoi qui était pénible? C'est la gestion de Python, c'était ouais. En fait, pour la partie, supervisée, heu, en fait, qu'est-ce que c'est la partie supervisée? C'est un peu un hybride entre le en fait, c'est comme HAOS, mais sauf que c'est toi qui gères ton OS. Donc par exemple, tu mets ta machine sous Debian et tu vas installer avec des scripts, en fait, la partie supervisée de Home Assistant. Mais en fait, cette partie supervisée, en fait, on elle est peut-être pas compatible totalement avec l'OS que tu as mis en dessous, en fait. Donc du coup, bah, des fois, il y a des problèmes de compatibilité, du coup, il y a des gens qui faisaient des paires pour ajouter des compatibilités avec des hacks, et du coup, en fait, bah, ça devenait très difficilement maintenable, à ce niveau-là. Donc tu peux toujours l'installer toi-même, mais tu auras peut-être des petites ça peut toujours fonctionner, en fait. Je pense que si tu utilises, une image, je crois qu'on est basé sur Debian. Si tu utilises une image Debian assez proche de celle qui est utilisée dans HAOS, ça devrait fonctionner, mais on garantit plus le support à ce niveau-là, en fait. Et pour Core, en fait, c'est un peu comme le conteneur. C'est que le core, donc sans la partie add-on, réseau, tout ça. En gros, tu installes Python sur ta machine toi-même c'est ce qu'on utilise nous pour développer un assistant. Enfin, tu, tu peux développer le front-end et le core pour contribuer. Tu peux utiliser Docker. Nous, pour que ça soit un peu plus rapide, moi, je fais tourner Python sur ma machine, en fait, avec des environnements virtuels ok. pour ça. Mais il y en a beaucoup qui le font directement en Docker. Et du coup, oui, cette partie-là, on l'a enlevée parce qu'en fait, on avait des personnes qui remontaient des bugs et en fait, c'est juste que bah, ils mettaient pas à jour leur version de Python ou ils savaient pas comment mettre à jour leur version de Python de leur machine. Et en fait, bientôt toutes les 2-3 mises à jour, en fait, on bump la version de Python qui est nécessaire en fait, car ça évolue toujours. Euh, donc ça devenait ingérable de laisser les gens gérer leur version de Python manuellement à ce niveau-là. Ok, bah, c'est très clair. Pour conclure un petit peu, comment est-ce que on peut est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous auriez vraiment besoin d'aide, au-delà des intégrations que les gens maintiennent, OK? Est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, moi j'ai envie d'aider. Est-ce que de la doc, n'importe quoi. Il y a des sujets où vous êtes en demande de reviewers ou ce genre de trucs? Euh, en, en, Encore au niveau corps des intégrations, ça va, je crois. C'est plus en partie front-end, tu vois. On a assez peu de designers en fait, parce que en fait, les designers ne sont pas très présents dans le milieu de l'open source. Donc c'est des fois compliqué, tu vois, parce qu'on a tous des workflows, des outils qui sont disponibles pour les devs, tu vois. Mais par exemple, les designers, ils utilisent Figma et en fait, Figma, bah, c'est comme si tu balançais ton fichier Excel ou un Google Doc à quelqu'un, quoi. Tu vois, t'as pas cette notion de commit, d'historique, de pull request. Et du coup, bah, on essaye de travailler un peu avec des GitHub Discussion. On a un Discord pour discuter avec ça. Et ouais, on cherche un peu de. Enfin, si vous avez des compétences en UX, tout ça, pour aider l'équipe UX, ça peut être intéressant bah, d'intervenir en fait sur une PR. Des fois, on a des PR très tech et les gens disent, bah en fait, j'ai fait ça, mais je suis pas designer, j'y connais rien à l'UX, donc en fait, mon interface elle est moche, mais est-ce que vous pouvez m'aider? Donc souvent, nous, on prend en charge ces sujets-là, on en discute avec les équipes UX, mais si on peut avoir des designers en fait qui disent, bah tiens, moi j'ai une appétence pour cette partie-là, par exemple pour je veux faire une carte pour le dashboard pour représenter la météo, j'en sais rien, bah faites des propositions de design, il y a peut-être un dev qui trouvera ça cool et qui se dira bah je vais l'implémenter quoi. Des petites choses comme ça. Cool. Et techniquement, ça se passe comment pour toi? Vous avez un SDK, vous avez des composants que vous créez, c'est vraiment isolé? Euh, Pour le front, ouais,
pour le front? Alors pour le front, on est occupé de travailler sur un design system avec l'équipe design parce que pour l'instant c'est un peu la galère. En gros, on se basait sur des librairies donc matérielles. En fait, Ouais. on a une code base qui est assez atypique dans le monde tech parce qu'on n'est ni basé sur Vue, on n'est ni basé sur React, on n'est ni basé sur Angular. On est basé sur Lit Element, donc en fait qui sont des composants natifs. Donc on est assez bas niveau dans tout ça. Et ce qui fait qu'on est assez limité dans le choix des librairies qu'on choisit en fait pour. Mais vous êtes proche des standards. On est proche des standards qui sont souvent mal supportés. Donc du coup, on a énormément de polyfills. Enfin, ouais, c'est parce que c'est aussi un sujet très important dans mon métier, c'est l'accessibilité. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui utilisent la domotique en étant non-voyant, en ayant des problèmes pour utiliser une souris. Donc du coup, on a des choses très. On doit faire très attention à l'accessibilité. Et aussi, on supporte aussi des navigateurs qui sont assez anciens parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des tablettes murales. Et qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils prennent juste une vieille tablette Android, ils la collent au mur et en fait, souvent, tu as des versions d'Android 6 avec des navigateurs qui sont plus bien mis à jour et du coup, ou des vieux Et, iPads, tu vois. et ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à l'application native? Si, si, mais en fait, l'application native est une WebView. De... Ah, je savais pas. Voilà. Ok. Donc, en fait, l'application native, en fait, c'est une WebView qui a tout le front d'Home Assistant, donc c'est juste du JavaScript et du HTML. Et tu as des parties sur couche, mais ouais, c'est que du. Tiens, ben, en fait, tu m'ouvres une porte. J'avais dit 1 heure. Bon, ben, on va dépasser un petit peu, c'est pas, c'est J'ai le pas temps. grave. La nuit est pas encore tombée. Non, je vois ça. Euh, Comment ça se passe est-ce que vous avez des tests? Est-ce que vous avez des tests front? Comment vous gérez? Tu me dis que l'accessibilité, c'est hyper important. Et en fait, moi, j'ai vraiment dans ma tête ce côté techos qui aime bien faire de la domotique, tout ça. Mais je sais pas, c'est une épiphanie bête, mais je me rends bien compte que ça peut être utile à plein de gens ouais, qui ont des problèmes d'accessibilité. Comment est-ce que vous contrôlez ça? Que Alors, votre pour, travail est OK? ouais. Alors pour les intégrations core, en fait, on a différents niveaux différents niveaux pour les intégrations. On a Platinum, Gold, tu vois, Silver, enfin toute une échelle en fait qui permet. Et par exemple, pour avoir le niveau maximum ou des niveaux assez élevés, il faut que tu aies des tests en fait. Il faut que tu aies un coverage assez important de ton code. Donc ça, c'est des tests unitaires globalement. Euh, donc ça, c'est pour la partie core. Pour la partie front, on n'a pas de tests pour tout ce qui est interface. On a des tests pour les parties plus utilitaires, tu vois, quand on a plus des fonctions utilitaires qu'on appelle dans nos composants. Mais après, non, sur la partie front, on n'a pas de tests. Après, globalement, nos tests, ce sont les utilisateurs parce qu'on a une base utilisateur tellement importante qu'en fait, le moindre truc qu'on casse, tu en sors la bêta, dans la journée, on a les bugs en fait qui sont remontés et on a même des utilisateurs qui font tourner le dev chez eux en fait. Genre j'ai des collègues et ils font genre Franck qui s'occupe des release parties, des release notes, tout ça. Lui toutes les nuits, il y a son assistant qui se met à jour. Donc dès qu'il y a un truc qui pète, il le sait. Et moi je fais tourner les bêtas chez moi. Donc du coup je vais tout de suite voir si un truc pète et on a un groupe assez important d'utilisateurs qui font les bêtas et qui sont en contact direct sur Discord avec nous. Donc, en gros, dans l'heure où on release, on a les bugs, quoi. Et pour l'accessibilité? Pour l'accessibilité, c'est que du manuel. Ouais. On n'a pas de. OK, On a des linters, hein, mais c'est assez basique, quoi. ouais. Et vous avez pas des utilisateurs pilotes sur ce genre de sujet? Si on avait un contributeur qui était même passé
je crois qu'il y a 3 ans, on a fait, en fait, tous les ans, on fait un State of the Open Home où on fait un gros live en fait où on explique tout ce qu'on a fait dans l'année et on donne un peu une roadmap. Et du coup, il y avait un intervenant externe qui était venu, qui était utilisateur Home Assistant et gros contributeur, qui du coup, lui était non-voyant et développeur. Et en fait, il a apporté énormément de choses à Home Assistant. Il est un peu moins présent actuellement, mais en gros, dès qu'on touche à quelque chose qui des balises ARIA ou de l'accessibilité en fait, bah, il va directement être mis en reviewer et du coup il va pouvoir intervenir à ce niveau-là. Mais c'est Cool. souvent des personnes qui justement souffrent de ces handicaps qui vont être contributeurs en fait. De toute façon, quand on casse quelque chose avec de l'accessibilité, on le sait très vite, hein. Ouais, ouais. Non, mais oui. C'est Ouais. un sujet pour beaucoup d'entreprises. Mais du coup, c'est des choses en tant que dev front, bah, on est beaucoup plus alerte à ce niveau-là et bah, c'est des réflexes en fait qu'on a. Dès qu'on met un élément, bah, on teste est-ce qu'il est accessible au clavier à ce niveau-là. Après, ce qui est Ok. plus compliqué, c'est au niveau des synthèses vocales pour genre VoiceOver sur Mac ou toutes ces choses-là. Enfin, quand t'es pas utilisateur vraiment, ça peut être assez compliqué. Donc, on regarde pas mal la doc, toutes les normes en fait ARIA, tout le consortium qui définit ces normes. Mais même ça, c'est mal implémenté dans les outils Mais d'analyse du code. Ouais. je crois qu'au DevLil, d'ailleurs, il y avait un atelier qui était fait de 1 heure et demie, 2 heures, un truc comme ça, où où il te faisait tester l'utilisation de ton téléphone ou de ton ordi, je sais pas, en mode accessibilité, où tu utilises juste le Mhm. son et la voix pour te déplacer sur ton téléphone. Et on devrait tous le faire une fois pour se rendre compte vraiment de ce que c'est, quoi, et se sensibiliser. Bah, moi, je le fais. J'ai VoiceOver. Du coup, j'active des fois VoiceOver sur mon Mac. Alors, c'est horrible parce que quand t'as pas l'habitude, en fait, il te lit tout plein de choses dans ton code, dans ce qu'il voit sur la page. Des fois, du coup, je l'utilise vraiment pour débugger quand j'ai vraiment des soucis, mais c'est des choses qui demandent du temps, en fait. Et je connais pas d'outils automatisés qui permettent d'aider les devs, tu vois, de dire bah, je passe un outil dessus et il me dit un peu comme ce que tu as pour l'accessibilité pour le SEO, tu vois. Tu as des outils d'audit qui vont analyser ta page et qui vont te dire bah, en gros, tu as un score, quoi. T'as pas ça pour l'accessibilité, en fait. Mais évidemment qu'il y a des outils pour le SEO, quoi. Quand il y a de l'argent en C'est jeu. ça, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un peu triste, quoi. Bon, ok, bah écoute, c'était vraiment passionnant. Je pense on a fait le tour. Pour clôturer l'épisode, j'ai 2 petites questions rituelles. La première, c'est une reco culturelle. Et la deuxième, c'est un petit restaurant du Nord à recommander. Ouais, pour la reco culturelle, ce serait une série, la série Dark. Par contre, le truc, c'est que c'est une série qui est assez mystérieuse, que j'ai adorée, qui est allemande, donc à regarder en VO. Je peux pas trop dire de quoi ça parle, en fait. Ça parle de mystère, un peu de voyage dans le temps. Et c'est vraiment une série que j'ai vraiment appréciée, qui mérite à être regardée. Je crois que c'est dispo sur Netflix. Ok, c'est contemporain? Ouais, elle doit être des années. Ouais, c'est. Quand tu dis contemporain, c'est-à-dire. Elle a été faite récemment et elle se déroule au 21e siècle. Ouais, au 21e siècle, pas tout, parce que bah, justement, tu Ok, as, voyage dans le temps. moments dans le passé, tout ça. Mais, mais elle a été faite, ouais, il y a peut-être une 10-15 ans, quoi. Ok, cool. 2017. Yes. Ouais, tu vois, j'ai dit 10-15 ans. Non, ça fait Ni. 10 ans. 8 Parfait. ans. Voilà. Il y a 4 saisons, les 2 premières sont vraiment top, et voilà. Non, 3 ou 4 saisons, je sais plus. Mais bref. Elle vaut vraiment le coup, cette série, et elle mérite à être connue. Il y a un petit restaurant coup de cœur. Moi, j'aime bien le Britney à Lille. C'est près du parc Jean-Baptiste Lebas, pas loin de la gare Saint-Sauveur. C'est un resto que j'aime bien. Ils ont une petite carte avec 3 plats végés, 3 plats, 3 poissons, 3 viandes, et ça tourne de temps en temps. C'est un Yes, le resto que Britney, j'apprécie. c'est vraiment, vraiment chouette. Bah écoute, Paul, je te remercie énormément. Le prochain Community Day, ce sera 2026.
Je pense, ouais. OK. On n'a pas Heu, encore, prévu de date, mais cette année, c'était un peu le pilote. Tout a été fait vraiment à l'arrache. Le prochain, on va un peu plus préparer et je s communiquerai. Si on a envie de te contacter, c'est quoi le moyen le plus simple? Sur LinkedIn? les réseaux, soit LinkedIn, soit, Twitter, soit Discord, enfin, Ça marche. Bah, de toute façon, écoutez, vous je tapez te mon nom, au pire, je mettrai les liens, je te filerai les liens et sinon, vous tapez mon nom et mon prénom, sur les réseaux, j'ai pas d'homonyme donc vous devrez me trouver. tu bien de la chance. Oui, Bah, écoute, merci énormément. On va clôturer là et puis, je te souhaite un bon été et pour tout le monde, on se retrouve dans un prochain épisode. Salut! ouais, merci, salut.